Depuis 14 jours maintenant, le Moyen-Orient est le théâtre d'une intensification spectaculaire des hostilités contre l'Iran. Un conflit qui s'inscrit dans une dynamique régionale et globale vieille de plus de 50 ans. Ce conflit dépasse désormais le cadre des frappes militaires ponctuelles. Il touche l'Iran, Téhéran et le Golfe s'étend au Liban et à l'Irak, menace l'équilibre énergétique mondial et met en lumière l'affrontement stratégique entre l'axe américano-sioniste et ses alliés et de l'autre côté l'Iran. Cette guerre ne se limite pas à la confrontation militaire, elle est également un instrument de pression sur les populations, une guerre symbolique sur les mémoires et les identités et un révélateur des logiques impérialistes qui structurent le Moyen-Orient. Les frappes ciblées, les ripostes asymétriques iraniennes, les mouvements de soutien populaire à Téhéran ainsi que l'extension des combats au-delà des frontières iraniennes témoignent d'un conflit où la stratégie, la propagande et l'économie ne se mêlent aux enjeux militaires. Face à cette situation volatile, il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents de ce conflit, la manière dont les grandes puissances hiérarchisent leurs intérêts, comment les alliances et les présences militaires occidentales redessinent l'ordre régional et comment les populations locales subissent et réagissent à cette guerre multidimensionnelle. Et pour analyser ces enjeux, nous recevrons sur notre plateau ce soir Akram Khaliev, spécialiste en défense. Vous êtes journaliste et aussi le fondateur de MENA Défense. Bonsoir monsieur Akram Khaliev. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. J'ai également le plaisir de recevoir sur mon plateau Moukran Aïtoualbi. Vous êtes journaliste et fin analyste des questions internationales. Bonsoir monsieur Aïtoualbi. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et dans un instant, on sera rejoint par Karim Belkacem, expert en géopolitique, qui nous rejoint depuis Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'édition spéciale. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de l'édition spéciale qui, comme vous le savez, depuis 14 jours maintenant, fait un fil rouge concernant la situation volatile au Moyen-Orient. Effectivement, donc depuis 14 jours, l'Iran subit une agression américano-sioniste et dans la foulée, l'Iran riposte en ciblant des bases américaines situées dans le voisinage au Moyen-Orient. Akram Khaliev, je commence avec vous. Comment est-ce que c'est aujourd'hui, on est au 14e jour du conflit? C'est bien plus, c'est 2 jours de plus déjà que la précédente guerre en juin qui a duré 12 jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu ce matin lors de la journée d'Al-Quds, les rassemblements qu'il y a eu à Téhéran en soutien au nouveau guide de la révolution iranienne, marque un tournant politique dans le conflit? Ça marque un tournant politique, mais ça marque aussi un constat qui est que on a vu le président iranien ce matin se balader dans les rues de Téhéran avec la foule. Ça démontre que les États-Unis n'ont pas la maîtrise aérienne de l'espace iranien. Ça démontre aussi que l'État iranien garde une forme de cohésion assez forte avec la population. Bon, bien sûr, c'est ce que montre l'État iranien, mais en réalité, je pense qu'un État à genoux n'aurait pas montré autant d'enthousiasme lors d'une journée aussi particulière. Effectivement, ça dénote d'une normalisation de la vie en guerre du côté iranien, et c'est un signal très fort qui est adressé aux Américains et aux sionistes. Très bien. Par ailleurs, justement, lors de cette journée, qui est une date importante, il faut le dire, en Iran, qui a été instaurée dès l'arrivée de l'ayatollah Khamenei en soutien à la question palestinienne, au cœur de cette révolution, au cœur du système iranien, la Palestine ou la question palestinienne est centrale. Monsieur Aïtoualbi, cela dit, aujourd'hui, l'entité sioniste et les États-Unis ont frappé Téhéran au moment même du rassemblement. Quel commentaire faites-vous de ces frappes? En fait, c'est la poursuite de l'escalade américano-sioniste contre l'Iran. En même temps, c'est une façon aussi de dire que nous sommes là et la guerre continue, parce que effectivement beaucoup de choses ont été dites sur ces 14 jours de guerre, beaucoup de déclarations surtout contradictoires de la part des Américains sur les objectifs atteints notamment et sur la suite à donner à cette escalade. Aujourd'hui,
c'est un message aussi des sionistes par rapport au soutien iranien à la cause palestinienne, parce qu'en réalité, la question primordiale, c'est cette question palestinienne. L'Iran paye son soutien indéfectible à la cause palestinienne et son refus justement de marchander ou bien de monnayer son soutien à la cause palestinienne pendant de très longues décennies, donc pendant pratiquement 50 ans. Et s'y frappe le timing, sachant qu'il y a beaucoup de rassemblements de soutien justement à la fois au nouveau guide suprême, mais aussi à la cause palestinienne, parce qu'il ne faut pas oublier juste que effectivement cette guerre capte l'intérêt de la communauté internationale de par son impact mondial, mais aussi à côté un peuple, le peuple palestinien qui continue justement de subir les affres des bombardements sionistes qui ne s'arrêtent pas. Il y a un argument, Monsieur Edouard, bien un argument occidental qui affirme que l'axe américano-sioniste ne fait que se défendre en attaquant le Liban, ne fait que se défendre en agressant le Liban, en agressant Gaza, en agressant la Cisjordanie occupée et en agressant l'Iran. Mais quand on voit qu'ils frappent Téhéran alors qu'il y a des manifestants civils, qu'est-ce que ça nous dit sur l'argument de défense et l'argument de légitime défense surtout? C'est un argument fallacieux. On sait très bien, les Américains eux-mêmes l'ont dit, c'est une guerre préventive. Et comme le dit Bismarck, en quelque sorte, les Américains, c'est comme s'ils sont en train de se suicider. C'est comme si c'est quelqu'un qui a peur de la mort qui se suicide tout simplement. Pourquoi? Parce que aucune guerre préventive n'a à obtenir des résultats positifs. Et aujourd'hui encore une fois, il est clair que l'objectif, l'Iran ne constate pas une menace réelle, immédiate pour les États-Unis. Des Américains eux-mêmes l'ont démontré, y compris il y a des rapports des institutions américaines qui ont dit que finalement l'Iran ne s'apprêtait pas à attaquer les États-Unis. Il n'a pas développé des capacités qui peuvent justement toucher les États-Unis, des capacités de missiles balistiques qui peuvent toucher les États-Unis. Donc c'est un argument de guerre comme on en a vu auparavant en Irak et un peu partout quand on veut justement engager une guerre. On cherche toujours un argument, une menace pour justement faire accepter cette guerre à son peuple, au peuple américain. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de questions se posent par rapport à cette guerre au sein des milieux politico-médiatiques américains. Et le président américain, je pense qu'il vient d'un moment où il devrait expliquer au peuple américain tout ce qu'il a entrepris depuis le 28 février. Très bien, on va revenir justement sur la position du président américain et surtout, est-ce qu'il a une porte de sortie pour pouvoir sortir de cette guerre? Monsieur Akram Khaliev, quels sont les principaux fronts qui sont ouverts aujourd'hui au Moyen-Orient et surtout, est-ce que l'entité sioniste a de quoi tenir autant de fronts? Bon, c'est très difficile à dire. On ne connaît pas exactement l'état des stocks de l'armée de l'entité sioniste, mais on voit une multiplication de fronts. On voit aussi une gradation dans la démarche iranienne, avec l'ouverture petit à petit de nouveaux fronts. On a vu l'intervention du Hezbollah. On s'apprête probablement à voir celle des Houthis. C'est même possible de nous retrouver en fin de guerre avec même une intervention venant de l'intérieur de la Palestine, du Hamas ou d'une autre entité. Donc on est dans la maîtrise des fronts. Pour le moment, les Israéliens se battent contre le Hezbollah au Liban, ils se battent contre les factions pro-iraniennes qui sont en Irak. Ils se battent contre l'armée iranienne, bien sûr, les gardiens de la révolution, et contre des factions aussi pro-iraniennes qui se trouvent en Syrie. Donc ce sont autant de fronts qui menacent Tel Aviv actuellement. Mais ce que l'on note, c'est surtout cette maîtrise, comme je l'ai dit, cette gradation de l'intensité des combats qui est décidée, qui est dictée par l'Iran, mais qui est aussi tenue et maîtrisée par cette coalition américano-sioniste. Donc on est face à deux démarches très réfléchies, très méticuleuses, et on est face à une sorte de compte à rebours à qui
n'aura plus accès à ces missiles. Monsieur Akram Khalief, hier, il y a eu un nouvel événement, c'était la mort d'un soldat français et le fait et d'autres ont été blessés. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui qu'il y ait un soldat mort en Irak à Erbil et qu'est-ce que ça implique déjà pour la France et qu'est-ce que ça implique pour la région? Bon, apparemment, les Français essayent de... Ils appellent à la retenue. Ils appellent à la retenue, ils appellent aussi à l'enquête parce qu'ils ne sont pas certains que le tir provienne de parties pro-iraniennes. Mais en fait, ça nous renvoie à la question de la présence occidentale dans tous ces pays arabes. En fait, cette guerre est le symbole de l'échec de ces pétromonarchies, de ces pétro-États très riches, avec de grandes armées, mais qui se sont fait imposer la présence de bases étrangères sur leur sol. Je pense que c'est la clé de cette guerre, et je pense qu'une des solutions ou une des voies de sortie de cette guerre, c'est un retour à un modus vivendi entre les États arabes et l'Iran, sur un Moyen-Orient qui ne soit pas occupé par des puissances non moyen-orientales. Très bien, Karim Belkacem vient de nous rejoindre. Bonsoir, Monsieur Belkacem, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir à tous vos téléspectateurs et je salue mes confrères présents sur le plateau. Très bien, monsieur Belkacem, restez avec nous. Je réagis directement à ce que vient de dire Akram Khalief. Akram Khalief vient de nous expliquer que finalement, il y a dans cette guerre ou dans les prémices de cette guerre une logique quelque part impérialiste et une logique de présence militaire qui exacerbe les tensions. Finalement, selon vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi aujourd'hui cette guerre est beaucoup plus une guerre d'intérêt impérialiste, je lâche le mot? Oui, vous avez parfaitement raison de dire le mot. Il n'y a aucune, je dirais, pudeur ou hésitation à avoir là-dessus. C'est une guerre impérialiste que mène le président Trump, qui a été poussé par Benjamin Netanyahou. Il ne faut pas l'oublier. Et pour différentes raisons, Monsieur Trump, il a accepté cette guerre. Pourquoi? Parce que pour les États-Unis, l'Iran, c'est un problème géopolitique qui a piégé presque tous les présidents américains depuis 79. Rappelez-vous la révolution iranienne et la crise des otages de 79-81 qui a coûté cher à la réélection du président Carter en 81. Il y avait eu avec le président Reagan dans les années 80 l'affaire de l'Iran Gate, la livraison d'armes à l'Iran, les tensions dans le Golfe avec George Bush père, les sanctions économiques iraniennes données par M. Clinton dans les années 90, la guerre Irak 2003 de George W. Bush qui a renforcé l'Iran, l'accord nucléaire de 2015 d'Obama qui a été déchiré par M. Trump. Les prédécesseurs de M. Trump avaient évité cette guerre, mais M. Trump a décidé d'y aller. Donc, il cherche maintenant, tant bien que mal, même s'il ne le montre pas, une sortie du conflit. On a des déclarations, je dirais, très, très optimistes et propagandistes disant que l'Iran va capituler d'un instant à l'autre, ou d'autres déclarations disant que la guerre va durer plus longtemps que prévu. Ensuite, il faut bien distinguer deux choses, si vous me permettez. Il y a des divergences entre Israël et les États-Unis sur l'objectif de guerre. Les objectifs américains, c'est de détruire les programmes nucléaires et balistiques iraniens, limiter l'influence iranienne dans la région, garder le contrôle du détroit d'Ormuz, éviter une guerre trop longue. Alors pour Israël, il s'agit tout simplement d'affaiblir ou renverser ce régime iranien, éliminer les réseaux alliés que sont le Hezbollah et le Hamas, et de profiter de la guerre pour régler durablement la menace iranienne. Donc, il y a deux positions différentes. Les États-Unis, quoi qu'on en dise, ils veulent chercher une sortie rapide, tandis qu'Israël veut poursuivre la pression militaire. Mais vous avez raison, il s'agit là de l'impérialisme américain, j'allais dire qui est de retour, c'est plus ou moins vrai, mais on assiste en tout cas au chamboulement des relations internationales qui vont bénéficier, comme je l'avais dit une fois chez vous il y a 2 jours, qui vont bénéficier aux BRICS, à la Russie et à la Chine. Très bien, Monsieur Belkacem, on va revenir sur ce point du fait que Trump essaye de contrôler l'ensemble des détroits. On parle du détroit de Panama, du détroit d'Ormuz, de Bab el-Mandeb. Il y a une vraie stratégie de la part du président Trump. Monsieur Aitwarbi, les autorités sionistes, notamment le chef de la diplomatie sioniste, a affirmé clairement, déclaré, je cite, « Si le Liban n'arrête pas le Hezbollah,
Israël prendra le territoire. Est-ce qu'on peut dire qu'à présent, les velléités expansionnistes deviennent une réalité assumée Oui, je pense qu'elles ne se sont jamais arrêtées. Il y a des conjonctures qui font que parfois il y a des petits retraits, mais la stratégie sioniste, c'est le grand Israël dans la région, donc grignoter des territoires par-ci par-là, y compris prendre le sud du Liban. C'est un objectif, je pense, qui est fixé par Netanyahou actuellement. Est-ce qu'il réussira ou pas? Ça m'étonne parce que le Hezbollah a prouvé qu'il est encore là malgré les coups qu'il a reçus tout récemment, mais la résistance justement du Hezbollah, elle est toujours là. Mais effectivement, cette fenêtre ouverte sur l'Iran profite beaucoup au régime sioniste qui cherche à régler ses comptes avec le Hezbollah définitivement, et pourquoi pas grignoter des territoires, encore plus de territoires du côté syrien, et agrandir ce qu'il appelle la ligne de défense, élargir la ligne de défense. Mais après, est-ce que l'entité sioniste a les moyens de sa politique? Est-ce que l'entité sioniste, qui continue justement de subir la riposte iranienne, même si les médias en parlent peu, mais il y a beaucoup de dégâts qui ont été occasionnés par les missiles iraniens un peu partout dans les territoires occupés de la Palestine. Et aujourd'hui, même s'il l'affiche comme objectif de coloniser le Liban en quelque sorte, ça reste un objectif difficile à réaliser dans le contexte actuel et même après, parce que encore une fois, le Hezbollah a prouvé ses capacités de résistance et c'est pas un territoire facile à prendre. Donc il y a un peu de propagande aussi dans les déclarations sionistes, la preuve comme préparer l'opinion publique. La première propagande, c'est les cibles touchées. On parle de l'élimination de toutes les capacités aériennes iraniennes, on parle de l'élimination de toutes les capacités navales iraniennes, on parle aussi de l'élimination pratiquement de 60 à 70% des sites de lancement de missiles, mais on voit que chaque jour, il y a des missiles qui pleuvent sur le ciel de Tel Aviv. Donc il y a beaucoup de propagande dans ce qu'on entend dans les médias. D'ailleurs, on voit que les chiffres fluctuent selon les situations. Ils baissent et ils montent en fonction des déclarations, à force de dire tout et n'importe quoi. Très bien. Monsieur Akram Khaliev, sur MENA Défense, vous avez consacré un article, un très bon article, à la guerre, ces 14 jours de guerre en Iran, parlant de la guerre maritime. Pourquoi est-ce que vous avez mis le point focal sur le fait que ce soit une guerre maritime, alors que on peut bêtement poser la question, alors que les combats se font par missiles interposés? Justement parce que les États-Unis sont à la recherche d'une victoire. Ils sont à la recherche d'images, ils sont à la recherche d'un narratif qui apaise l'opinion publique états-unienne et occidentale de manière générale. Et donc, quoi de plus facile que de couler des navires, de les couler sur les ports, dans les ports, ou de les torpiller quand ils sont au large. L'armée, la marine iranienne classique, tout comme l'armée d'ailleurs, hein, vous aviez parlé de l'aviation détruite, c'est une armée héritée, hein, c'est une armée quasiment héritée du temps du Shah et de la guerre Iran-Irak. Les capacités conventionnelles iraniennes qui sont mises en avant et qui sont quasiment offertes à la destruction aux Américains ne sont pas utiles dans cette guerre. L'armée iranienne réelle, celle qui est en train d'affronter aujourd'hui cette coalition, est une armée asymétrique. Et donc on voit que les capacités des gardiens de la révolution, de leurs composantes navales sont toujours là. Il n'y a aucun navire, et ça je le rappelle, et vous ne l'entendrez pas dans les médias occidentaux, il n'y a aucun navire américain aujourd'hui de guerre qui croise à l'intérieur du golfe Persique. Il n'y en a pas. Justement, il y a eu le porte-avions Abraham Lincoln qui est de retour apparemment, selon la presse occidentale, qui est de retour pour maintenance aux États-Unis. Est-ce que ça constitue un fait de guerre important ou c'est juste un fait divers parmi tant d'autres ?
Je ne pense pas que ce soit très important. Je ne pense pas que ce soit très important. Et je pense que tant qu'il n'y a pas d'image, tant qu'un navire n'est pas coulé, les Iraniens ne peuvent pas clamer une victoire navale. Mais pour le moment, les États-Unis ont une sorte de boulimie de destruction de cibles militaires classiques. Et les Iraniens sont très contents de les offrir. On le voit, les avions sont mis au milieu des tarmacs, ne sont pas cachés. Les navires sont vidés et abandonnés sur les quais des ports, des bases navales. Et on le sent. Et en fait, c'est peut-être aussi une chance donnée par Téhéran aux Américains pour avancer rapidement de leur côté et atteindre ces supposés buts de guerre qui ne sont pas des buts en réalité. Très bien. Une dernière question concernant ce point. Il y a aussi un événement, un fait qui fait l'actualité dans la presse occidentale, c'est le fait que l'armée américaine est en train de rapatrier en quelque sorte depuis l'Indo-Pacifique des munitions, tout son arsenal de défense finalement en Indo-Pacifique. Qu'est-ce que ça nous révèle sur cette guerre et cette offensive contre l'Iran? Oui, on est sur une dégradation des capacités de protection américaines et aussi sionistes. Et on est aussi, je pense que l'intelligence des Iraniens a été de frapper la base de support de la 5e flotte à Bahreïn, qui fait qu'aujourd'hui, la marine américaine doit se ravitailler à Diego Garcia, doit aussi trouver des solutions pour se ravitailler en pétrole dans d'autres régions un peu plus lointaines. Et prélever des équipements, cannibalisés parfois, pour essayer de renforcer ce front. Ça dénote aussi, en plus de l'épuisement, ça dénote des pertes réelles au sol de lanceurs, de stocks de munitions, etc. On a vu une image satellite hier de la base d'El Dafara, où un stock de munitions a été complètement oblitéré. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la question de l'épuisement de part et d'autre, hein, d'ailleurs, des munitions se pose, et c'est le point d'interrogation de cette guerre. On va revenir sur ce point parce que quelque part, il y a un risque aussi pour les États-Unis, le fait de laisser l'Indo-Pacifique sans son arsenal habituel. Je viens vers vous, Monsieur Belkacem. Monsieur Belkacem, lors de votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé justement de ces points de passage que les États-Unis sont en train d'essayer de contrôler. Selon vous, quel est l'objectif aujourd'hui de Trump quand il essaye de mettre la même mise sur l'ensemble des détroits, notamment le détroit de Panama, le détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb? Quel est l'objectif de Trump? Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'impérialisme américain. L'objectif de Trump depuis quelque temps, si on intègre l'attaque qui a été effectuée contre le Venezuela et la capture du président Maduro, on parle de la doctrine Monroe, et c'est révélateur de toutes les contradictions de Donald Trump qui a dit l'Amérique d'abord, je ne m'occuperai pas de la politique étrangère, je ne m'investirai pas, contrairement à mes prédécesseurs, dans des guerres au Moyen-Orient ou ailleurs. Donc il fait exactement le contraire pour des raisons différentes et variées. Donc pour l'Iran, il a été entraîné, je dirais, par Benjamin Netanyahou. Mais rappelons quand même une chose, on a l'impression que Donald Trump n'a pas vraiment, on a parlé de stratégie, mais il ne sait pas vraiment très bien où il va. Ça fait quand même 14 jours que cette guerre dure. Les Américains et principalement Donald Trump et Israël sont piégés dans cette guerre asymétrique. Il y a le Hezbollah qui a tiré plus de 200 roquettes sur le nord d'Israël. L'Iran a lancé plusieurs vagues de missiles simultanément. Les Israéliens ont dû se réfugier dans des abris. Donc l'impact psychologique est très très important en Israël et puis aux États-Unis. Et donc cette pression économique que font les Iraniens sur la menace du détroit d'Ormuz et les attaques contre les navires et les infrastructures énergétiques ont effectivement un impact considérable en termes psychologiques. Il s'agit vraiment d'une guerre d'endurance, même si les États-Unis et Israël semblent dominer militairement, je dis semble, hein, bien entendu, mais l'Iran a encaissé les coups, continue à se battre puisqu'ils étaient préparés
depuis quand même pas mal de temps. Mais toutes les tentatives des Israéliens et des Américains ont échoué, puisqu'ils ont compté sur une succession rapide du pouvoir. Mais M. Khamenei, fils, a pris la tête du régime et elle donne une ligne encore plus dure. Ça, c'est une des conséquences lorsqu'on veut tuer un adversaire. Il y a une absence, on va dire, totale de soulèvement populaire. Les milices du régime contrôlent toujours les villes et les attaques iraniennes continuent malgré les destructions militaires. Et n'oublions pas les drones qui sont l'arme économique de Téhéran. Les drones Shahed jouent un rôle clé. Ça coûte le coût de fabrication, c'est environ $7 000, tandis que les coûts des missiles occidentaux pour les détruire coûtent plusieurs millions. Donc il y a une guerre aussi d'usure financière contre les États-Unis et leurs alliés. Donc vous me parlez des tentatives de Donald Trump de contrôler ces détroits, mais jusque-là, qu'est-ce que ça a donné? Donald Trump s'est toujours vanté d'avoir résolu certains conflits. Il n'est pas certain qu'il gagne ce conflit avec l'Iran. Il faut rappeler que les États-Unis et les Israéliens sont les agresseurs, contrairement à un certain vocable. Donc, dans toutes ces tentatives, il y a une tentative désespérée. Je répète, 14 jours. Ça devait durer entre 24 et 48 heures, mais comme à l'accoutumée, les États-Unis ont sous-estimé la capacité de résistance iranienne. J'ai toujours souligné le manque de culture et d'information concernant l'Iran et la société iranienne, et qui plus est de la région. On le voit depuis des décennies, les lacunes culturelles des États-Unis en la matière. Très bien. C'est pas la première fois, M. Toualbi, que les États-Unis tombent dans le piège iranien. On se souvient, avant la révolution iranienne et l'arrivée de Khamenei au pouvoir, on a l'impression que c'était aussi la même chose. D'où vient cette manque d'expertise américaine quand on connaît la CIA, quand on connaît l'ensemble des agences américaines qui sont déployées au Moyen-Orient et partout dans le monde? Pourquoi est-ce que l'Iran devient presque, j'ai envie de dire... En fait, aux États-Unis, la décision de la guerre ne relève pas forcément de toutes ces structures que vous voulez citer. Parfois, même s'il y a des agences qui émettent des réserves sur telle ou telle opération ou telle guerre, le président peut en décider autrement, parce que la décision finale revient au président qui est élu, qui est comptable devant le peuple. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'on a suivi un peu le cheminement et cette guerre a été décidée dans un cercle restreint au sein de l'administration américaine. Il y a même je cite par exemple le chef de département d'État qui a dit que nous ne savons pas, quand il y avait les menaces de frappe, il a dit que nous ne savons pas si on va frapper ou pas. La décision revient au président américain. Donc, encore une fois, il y a l'élément qui est là, qui est le président américain Trump, qui est dans une nouvelle logique d'impérialisme, donc qui veut aujourd'hui dominer le monde à nouveau. Et il y a aussi cette... en fait, on sous-estime un peu la société iranienne. C'est vrai qu'on peut parler de problèmes qui peuvent y avoir à l'intérieur de l'Iran et tout, mais quand il s'agit de la sécurité nationale, je pense que les Iraniens ne peuvent que se resserrer les rangs. On l'a vu aujourd'hui encore une fois, même les voix de l'opposition qui sont à l'étranger, qu'on a sollicité dans des plateaux, condamnent cette guerre, ils sont contre cette guerre, parce que c'est l'Iran qui est visé, c'est pas tel ou tel décideur iranien. Donc le vrai piège aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le président Trump, en écoutant trop son ami Netanyahou, il est tombé dans le piège sioniste. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il est vrai qu'on a bien préparé l'opération qui a ciblé Ali Khamenei, qui a permis justement de c'est pas la première fois aussi qu'on cible des personnalités en Iran. En pensant justement qu'il suffit de décapiter le pouvoir iranien pour créer les conditions d'un changement, donc d'un chaos en réalité qui va probablement aller vers un changement. Mais la réalité, elle est là. Le régime iranien ne s'est pas effondré, bien au contraire, et il résiste bien. Et le coût de la guerre va être élevé pour les États-Unis d'Amérique. Donc cette sous-estimation justement des capacités de résistance provient
certes de la méconnaissance de la société iranienne et du rite du chiisme d'une manière générale, avec cette tendance et cette prédisposition au sacrifice et à résister, mais en même temps on sous-estime que le régime iranien depuis 1979, il vit dans un état de guerre. En 1979, il y a eu la guerre contre l'Irak qui a duré 8 ans et après une série de sanctions. Donc il était dans un état de guerre, donc il s'est très très bien préparé, géographie aidant, parce que l'Iran était dans une zone stratégique. C'est pas tous les pays qui sont à proximité d'un détroit par lequel passe 20% du pétrole mondial, 20% du gaz, pratiquement 30% du plastique, et des engrais, ainsi de suite. Donc c'est une voie maritime stratégique essentielle qui est aujourd'hui entre les mains de l'Iran, et on revient à la guerre asymétrique. Effectivement, l'Iran n'a pas besoin d'avions ou de navires de guerre pour perturber le commerce ou carrément le bloquer comme le fait aujourd'hui. Il suffit de quelques drones qu'elle peut bricoler avec quelques milliers de dollars pour faire ça. Et ils sont en train de le faire. Donc c'est ça le piège au fait. Je pense que les Américains ont misé sur une guerre très courte. Pourquoi? Une guerre très courte avec une opération dès les premiers jours. Ils ont concentré leur opération, 900 cibles touchées dès les premières 12 heures. Donc vous imaginez la force de frappe mobilisée. Mais ils n'ont pas misé sur une guerre qui va durer plus de 3-4 semaines. Pourquoi? Parce que si on voit l'arsenal mobilisé par rapport à la guerre en Irak en 2003, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre. Il y a eu 5 porte-avions mobilisés pour l'Irak, avec une coalition internationale de 32 pays. Et là, on a mobilisé uniquement 3 porte-avions, donc on ne comptait pas rester longtemps dans cette guerre. Mais finalement, les Iraniens les ont surpris aujourd'hui et ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont dans un engrenage, ils sont pris au piège, réellement. Se retirer, c'est une capitulation. Continuer, ça va coûter cher. Très bien. Je voudrais votre avis, M. Akram Khaïef, réagir directement à ce que vient de dire M. Moukan Aït-Ouarabi. On a vu la guerre en Irak en 2003. Ce n'était pas la première. Il y a eu la première guerre du Golfe, la première agression contre l'Iran. Il y a eu aussi l'Afghanistan. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça s'est fait d'abord contre l'URSS et puis il y a eu un retour. Cette logique de vouloir y aller sur le terrain et de dire que ça va durer que quelques jours, elle n'est pas nouvelle dans la doctrine militaire américaine. Et à chaque fois, ils sont obligés de revenir. Finalement, quelle est la logique de guerre ou l'architecture de guerre qui anime les opérations américaines dans le Moyen-Orient? Pour le moment, les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'ont affronté que des guérillas, n'ont pas fait réellement de guerre. Ils ont affronté l'armée irakienne par 2 fois, mais elle était tellement diminuée que ça ne pouvait pas compter comme étant une véritable guerre contre une armée conventionnelle. On était face à une armée complètement défaitiste et défaite dès le départ. Peut-être que la proportion des moyens n'est pas la même par rapport à la première guerre d'Irak. Je pense qu'il n'y avait pas autant de bases aériennes et navales dans la région à cette époque-là. Donc, ceci compense cela. La puissance américaine est beaucoup plus grande aujourd'hui face à l'Iran comparativement à ce qu'on avait vu en en 90 face à l'Irak. Si vous me permettez, je vais faire une petite entorse à la bienséance médiatique. Vous avez rappelé à juste titre l'histoire. Et ce conflit est éminemment lié à l'histoire. On a tendance malheureusement à un peu occulter la pensée de l'adversaire sioniste pour des raisons de morale et de bienséance, bien sûr, mais il est très intéressant aussi de comprendre comment ils réfléchissent. On est actuellement en train de fêter chez eux les fêtes de Pourim, qui sont des fêtes qui sont liées à l'histoire, qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui étaient un holocauste contre les Perses. On est pratiquement à 3000 ans de guerre entre l'Empire perse et les sionistes. C'est une guerre civilisationnelle dans la tête de l'entité sioniste. Et nous sommes aussi devant un chef de guerre, Benjamin Netanyahou, qui est exactement dans la même situation du chef de guerre de l'époque face à Xerxès,
qui était Bar Kokhab, donc fils de l'étoile, l'élu, et qui s'est retrouvé après sa défaite et son humiliation, Bar Kozev, donc fils du menteur. Et Netanyahou, avec toutes les affaires qu'il traîne, lui est exactement dans cette même situation messianique. Et donc il est en train de jouer lui aussi sa vie et sa carrière politique et même sa carrière civile. Donc c'est important aussi de prendre en considération cet aspect suicidaire de l'entité sioniste. Monsieur Akram Khalif, un petit point, je pense, pédagogique s'impose à nous. Quand on parle de guerre asymétrique, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement c'est quoi aujourd'hui une guerre asymétrique? Est-ce qu'elle est en termes d'argent, économie? Est-ce qu'elle est en termes d'équipement? Dans le cas de l'Iran, c'est une guerre hybride. L'Iran offre le minimum de surface qui puisse être frappé par ses ennemis. Donc, l'Iran enterre ses équipements, ses missiles, ses bases navales, etc. Utilise des vecteurs qui ne sont pas humains, donc qui ne sont pas pilotés et guidés par des humains, et donc minimise là aussi les pertes. Ils sont dans une position d'embuscade en termes de défense antiaérienne, et n'ont pas de radars qui sont allumés tout le temps, etc. Et donc, on est dans cette logique où ils laissent les Américains arriver, essayent de les détruire, ça marche très rarement, mais ils ont quand même quelques tout petits succès, mais ils essayent de préserver leur capacité de frappe lointaine, et on le voit, ils continuent à frapper, à utiliser des missiles, et ils continuent surtout à menacer les navires qui sont aujourd'hui dans le golfe arabo-persique. Donc c'est ça l'asymétrie. L'asymétrie est de ne pas mettre face à une armée conventionnelle, une autre armée conventionnelle du même acabit. Très bien. Monsieur Belkacem, on voit depuis le début de cette guerre contre l'Iran, les puissances occidentales qui, hormis l'Espagne naturellement, se sont mises derrière leur allié traditionnel qui est donc les États-Unis et l'entité sioniste. D'un autre côté, on a la Chine et la Russie qui, on sait, soutiennent l'Iran et appellent au respect du droit international, mais aussi à la retenue et à la fin de la guerre. Par contre, il y a une troisième puissance médiane régionale dont on n'arrive pas à comprendre le jeu. Je parle de la Turquie. La Turquie, à chaque fois, s'exprime au nom de l'OTAN. L'OTAN a intercepté des missiles en direction de telles cibles. L'OTAN par là aussi. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui interpréter le fait que la Turquie parle au nom de l'OTAN quand on connaît son rôle régional? Oui, effectivement, c'est un paradoxe. Le rôle de la Turquie n'est pas très clair. Il faut quand même rappeler, alors selon les interprétations de chacun, que M. Erdogan tient absolument à rétablir une espèce de nouvel empire ottoman 2.0 ou 3.0 en version 21e siècle, et que la Turquie entend poser sur la géopolitique internationale. Il est vrai que la Turquie, au mieux, est restée discrète ou a des rôles, on va dire, un peu ambigus, mais c'est le reflet de l'attitude de la Turquie dans l'OTAN, puisque la Turquie avait acheté des avions de chasse russes au détriment d'avions, on va dire occidentaux. Donc, c'était pas la première fois que la Turquie a un rôle assez ambigu. Alors, on peut le comprendre parce que c'est un pays frontalier de l'Iran. Il y a eu une petite vague d'immigration depuis l'Iran dans leur pays. Donc, effectivement, le rôle de la Turquie est très, très ambigu. La Turquie pourrait et aurait pu jouer un rôle diplomatique, mais on a l'impression qu'elle n'est pas forcément disposée à le faire. Donc la Turquie cache bien son jeu pour l'instant. Vous avez mentionné effectivement le soutien de la Chine et de la Russie envers l'Iran à travers le renseignement et le satellite. Mais voilà, la Turquie aurait peut-être pu en jouer ce rôle, mais elle ne veut pas non plus se fâcher totalement à la fois des Américains, mais aussi des BRICS, dont elle voudrait faire partie à terme. Donc, je pense qu'elle va continuer à cultiver cette espèce d'ambiguïté, mais comme dirait le proverbe, on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Donc, comment ça va évoluer pour la Turquie, on ne peut pas le dire encore aujourd'hui. Il faut rappeler aussi son implication dans la Syrie actuelle. Donc, c'est vrai que l'image, elle cultive l'image d'un flou dont on pense que c'est peut-être sûrement stratégique de la part de M. Erdogan d'agir comme cela.
Très bien, Monsieur Etoual. Puis il y a eu une exemption du pétrole russe de la part de Washington, en plein conflit, en pleine guerre, sachant que les États-Unis et Washington sont aussi en pleine négociation concernant le conflit en Ukraine. Comment doit-on comprendre cette exemption américaine sur le pétrole russe? C'est une tentative justement de rassurer un peu les marchés pétroliers qui se sont affolés du fait que le détroit d'Ormuz est totalement bloqué. Donc c'est 20% du pétrole mondial qui manque justement à ces marchés. On a vu comment le prix du pétrole s'est envolé ces derniers jours. C'est un marché psychologique et ils le savent très bien. Donc c'est 100 millions de barils. L'exemption concerne 100 millions de barils de pétrole qui se trouvent dans des bateaux un peu partout dans les eaux un peu partout dans le monde et qui peuvent justement être injectés dans le marché pétrolier pour limiter un peu cette folie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on revient aux États-Unis d'Amérique. Le prix à la pompe justement de l'essence a augmenté. Donc cet effet, cette conséquence de la guerre sera rapidement ressentie par les Américains et elle aura des conséquences politiques sur le président américain. Et sachant que justement l'économie est un élément déterminant dans le positionnement des électeurs américains et il y a des élections qui arrivent à mi-mandat et que le président américain ne perd pas de vue, donc il est prêt, dans le cadre de ces négociations qu'il mène avec les Russes, de lever les sanctions pour calmer un peu le marché. Est-ce que cela va être suffisant? Tout dépendra de la durée de la guerre, parce que c'est un paracétamol par rapport à la gravité de la situation. Ça peut calmer quelques jours, mais on ne sait pas comment le marché va évoluer rapidement, sachant que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et que le 20% du pétrole mondial manque à l'appel. Après, bien évidemment, c'est un début. On a commencé déjà les discussions avec les Russes sur l'Ukraine. On essaye du donnant-donnant en quelque sorte. Donc aujourd'hui, les Russes qui sont alliés des Iraniens, qui soutiennent et qui sont contre la guerre que mènent les États-Unis contre l'Iran, vont effectivement profiter de cette situation, comme d'autres ont profité de la situation de la guerre contre l'Ukraine. Dans le monde, en fait, les relations sont régies par les intérêts. Donc aujourd'hui, chacun regarde où se trouvent ses intérêts. Les Américains ont trouvé cette petite carte, même si la question des sanctions allait sur la table par rapport aux négociations sur le dossier ukrainien. Mais il y a une accélération. Je pense que l'idée même de lever des sanctions, elle était sur la table bien avant cette guerre. Donc il y a une accélération parce que la conjoncture l'exige, pour calmer les marchés. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette levée des sanctions aussi entre dans le cadre des négociations sur le dossier ukrainien. Tu as un gage de bonne volonté de la part des États-Unis d'aller au fond des choses pour trouver une issue à cette guerre qui a duré pratiquement 4 ans. Après, il faut rester sur les conséquences économiques de cette guerre. Il y a une double conséquence économique sur les États-Unis. D'abord, le coût de la guerre elle-même, qui est ultra coûteux par rapport à ce que perd l'Iran de l'autre côté. C'est pour ça que Akram a bien expliqué cette guerre asymétrique. Il n'y a pas d'armée en face des États-Unis, de l'entité sioniste. Non, il n'y a pas. Il y a des missiles et des drones qui viennent des endroits que ni l'un ni l'autre n'arrive à détecter aujourd'hui, parce qu'on parle de diminution du nombre de missiles, mais moi je dirais peut-être c'est une stratégie adoptée par justement l'Iran pour ne pas se retrouver à court de missiles et continuer sa résistance d'une manière graduelle et gagner dans cette guerre d'usure que livre justement l'Iran aux États-Unis, parce que sur papier, bien évidemment, il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux armées. Donc il y a une stratégie plutôt efficace, parce qu'aujourd'hui, le coût de la guerre, d'abord, il y a un coût économique, parce qu'aujourd'hui, les bateaux ne peuvent pas traverser le détroit d'Ormuz par crainte d'être ciblés par des drones ou par des missiles.
Et de l'autre côté, l'armée américaine, pour intercepter un missile, il lui faut des dizaines de millions de dollars. Donc c'est 10 millions de dollars qui partent quotidiennement comme ça dans cette guerre. On a déjà évalué les 6 premiers jours à peu près 11 milliards de dollars. Jusqu'au 13e jour, on parle déjà de presque 18 milliards de dollars. Ça risque la facture risque d'être très salée et d'être difficilement explicable devant le Congrès qui va se réunir dans à peu près 80 jours pour demander justement des explications au président américain. Le président américain devrait justement fournir les explications nécessaires qu'il n'a pas aujourd'hui, surtout s'il n'a pas pu tenir les engagements annoncés, en fait, les engagements annoncés, même s'il y a des changements. On parle de neutraliser le programme nucléaire, d'éliminer les capacités balistiques et de changer le régime. Ça, c'est la grande parenthèse. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu cette déclaration de vouloir changer le régime. Voilà, donc là, on ne sait pas. En fait, il y a une ambivalence dans le discours, il y a une contradiction dans le discours américain par rapport à cette question. Parfois, on parle de changement de régime, parfois non. Donc, les objectifs américains ne sont pas clairs, encore une fois, parce qu'ils ont été entraînés par l'entité sioniste. L'entité sioniste qui a des objectifs bien précis. Très bien. D'ailleurs, vous avez expliqué, Akram Khaliev, qu'il y a aussi une part de guerre messianique depuis le début peut-être même depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a cette idée de choc des civilisations et de guerre messianique qui s'en mêle à la géopolitique. Monsieur Akram Khaliev, on va essayer de revenir très vite et brièvement parce qu'on arrive à la fin du temps imparti à l'émission. Il y a dans la logique américaine ce qu'on appelle la doctrine Monroe, qui s'est durant des décennies, depuis le président Monroe, consacrée à ce qu'elle considère finalement comme son précaré naturel, l'Amérique latine. Et puis, il y a l'Indo-Pacifique, qui est aussi névralgique et stratégique pour les États-Unis. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, Trump a lâché cette tradition politique internationale américaine pour se consacrer seulement sur le Moyen-Orient. Est-ce que Trump est en train de préparer l'après les États-Unis de demain, les États-Unis après, quand vous avez parlé des guerres messianiques, les États-Unis d'après l'Empire? Est-ce qu'il est en train de préparer quelque part cela? Je pense même que Trump est en train de préparer une sorte de recroquevillement des États-Unis, un retour des États-Unis à leur dimension initiale, un retour aux États-Unis de 1900. Isolationniste. Oui, juste après la guerre États-Unis-Mexique. Je pense que c'est une sorte de préparation pour dire que nous sommes allés jusqu'au bout de la chose. Nous allons essayer de remplacer notre force, notre présence au Moyen-Orient par celle de l'entité sioniste. Ils vont essayer de le faire. Ce n'est pas garanti qu'ils réussissent à le faire. Et ça préfigure peut-être l'après-empire, comme vous l'avez très justement dit. Très bien, monsieur Belkacem, une dernière question. On a vu qu'aujourd'hui, les Russes sont très inquiets par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et par ailleurs, il y a eu une visite qui était très intéressante aujourd'hui. C'est la visite du secrétaire général des Nations Unies au Liban. Quel commentaire on peut faire aujourd'hui de la visite de Antonio Guterres au Liban, en particulier quand on sait que Guterres appelle, je cite, l'entité sioniste et le Hezbollah à la désescalade et au cessez-le-feu? Écoutez, il y a évidemment différentes manières de l'interpréter. Après, est-ce que le déplacement du secrétaire général de l'ONU va changer quelque chose? Ce n'est pas dit, puisque les deux principaux protagonistes, à savoir Israël et les États-Unis, sont déterminés à aller jusqu'au bout. Vos confrères parlaient de la dimension, la portée de l'histoire dans ce conflit. Il y a aussi quelque part, je dirais, l'interprétation religieuse du projet israélien. Il y a une partie du projet sioniste, rappelons-le, qui sera inspirée par une lecture biblique du territoire promis à Abraham, associée à l'idée du Grand Israël, territoire allant symboliquement du Nil à l'Euphrate. Et puis, côté iranien, vous avez aussi une dimension religieuse dans le sens où, dans la tradition chiite, l'histoire est parfois interprétée comme un combat entre le bien et le mal. Le mal, on fait référence à la bataille de Karbala au 7e siècle, c'est une référence majeure. Et la mort d'un dirigeant comme l'ayatollah Khamenei peut être interprétée dans cette tradition comme un martyr à venger. Donc, vous aurez fait venir n'importe quel secrétaire général
de l'ONU, une organisation très importante. Vous avez les deux parties qui sont tellement obnubilées pour des raisons qui peuvent dépasser en tout cas la vision occidentale, puisqu'il y a quand même un rôle de la religion dans la politique internationale, en tout cas dans certains conflits, et l'Occident a tendance à sous-estimer souvent le rôle de la religion dans la géopolitique. Rappelons qu'aux États-Unis, il y a certains courants évangéliques qui influencent la politique étrangère, notamment via le sionisme chrétien. Donc la religion peut donc être un facteur idéologique et mobilisateur, et donc il ne faut pas en attendre grand chose de ce déplacement au Liban du secrétaire général de l'ONU. Très bien, merci Monsieur Belkacem. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et géoéconomie. Vous m'avez accompagné depuis Paris. Merci Monsieur Aïd Belkacem. Merci, à très bientôt. J'ai eu également le plaisir d'être accompagné sur mon plateau de Mokran Aïtouarbi, journaliste et fin analyste des questions internationales. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci, Monsieur Aïtouarbi. Merci. J'ai également eu le plaisir pour ce numéro d'avoir été accompagné de Akram Khariev, journaliste spécialiste en défense. Merci, Akram Khariev. Merci à vous. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous prochainement et l'info continue sur Al24 News. Retrouvez tout de suite Asma Laïd pour le journal de la rédaction.